Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Déborah Caquet, je suis présidente des Clionautes depuis un an et je vais vous présenter aujourd'hui le premier cours, ce qu'on peut dire d'un premier cours, ce qu'on peut faire d'un premier cours pour vous aider à préparer votre premier cours qui aura lieu la semaine prochaine. Alors sans doute pas lundi ou mardi prochain puisque c'est l'accueil des élèves et que ça c'est la charge des professeurs principaux. Mais en tout cas, c'est sûr que dans moins de 15 jours, ce sera fait. Alors cette occasion du premier cours, elle suscite à la fois impatience et inquiétude parce que bon, c'est votre entrée réelle dans le métier. Hein. Vous allez donc pour la première fois prendre en charge une classe. Puis c'est un moment symbolique, hein, c'est la première fois que vous allez voir si ça passe ou pas devant des élèves. Sachant que il y a une sorte de bruit tenace, en tout cas moi je l'ai beaucoup entendu quand j'ai commencé, qui consiste à laisser croire que le premier cours engage l'année, que si le premier cours se passe bien, ça se passera bien, et que si ça se passe mal, eh bien le reste de l'année sera acheté. Alors je peux vous dire que après quand même plusieurs rentrées, je pense qu'il faut vraiment ne pas exagérer. Ce premier cours est important, mais il ne fait pas tout. Et je dirais, il ne faut pas oublier que les élèves vont avoir durant la semaine une bonne dizaine de premiers cours en fait, avec l'ensemble des autres disciplines. Donc je dirais dans la masse, quand bien même votre premier cours n'aurait pas été aussi bien que ce que vous souhaitiez, il y a largement l'occasion après de rattraper. Donc c'est pas si grave que ça. Voilà, donc je vous le dis, respirez. Ça, de toute façon, ça va bien se passer. On va vous donner des conseils. Moi, je vous en donne aujourd'hui, mais il est évident que votre tuteur va vous en donner. Vous allez avoir un moment pour cela dans vos formations disciplinaires. C'est en général quelque chose qu'on fait. Donc, je dirais avec la somme croisée de tous ces conseils-là, il y a vraiment toutes les chances réunies pour que ça se passe bien. Alors, donc moi, je vais vous parler de la manière dont je procède, qui est une manière qui est le résultat de collations diverses et variées de ce que pratiquaient les collègues que j'ai pu croiser moi-même. Je vais vous en donner le déroulé et au fur et à mesure, je vais commenter et vous dire euh, mon avis a posteriori de telle ou telle chose, de telle ou telle méthode, de telle ou telle pratique, parce que il est évident que ce que je fais aujourd'hui ne ressemble pas à ce que j'ai fait il y a 5 ans et il y a 10 ans. Alors, la première chose, c'est le premier contact avec la classe. Ce premier contact, si vous êtes la première heure de la journée, il peut se faire dans la cour de récréation si dans votre établissement, il faut aller chercher des élèves dehors. Le premier contact, ça peut être aussi dans le couloir si il faut que la classe attende dans le couloir avant de pouvoir rentrer dans la salle. Et enfin, ce premier contact, ça peut être un premier contact, je dirais, euh, diffusé, enfin en tout cas diffus, avec une rentrée progressive des élèves dans la classe, parce que ma foi, rien n'est prévu dans l'établissement. Quelle que soit la forme de ce premier contact, gardez le sourire. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs à être peut-être à forcer un peu le trait. Je dis ça parce que en général vous avez envie de tout sauf de sourire. Hein, on est assez tendu. Donc si là vous surjouez le sourire, ça peut compenser une posture qui est sans doute très raide du fait de l'enjeu de ce premier cours. Donc souriez, saluez évidemment les élèves, si voyez, ils rentrent au fur et à mesure ou s'ils passent la porte. N'hésitez pas à leur dire un bonjour individuel en les regardant bien dans les yeux. Voyez, soyez rassurants. Parce que pour eux aussi, c'est impressionnant. Eux aussi ne vous connaissent pas, eux aussi c'est une première fois. Et alors, d'autant plus si ce sont des sixièmes, hein, des petites classes. Euh, Sachez que si ce sont des sixièmes, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils dorment mal. Donc, tenez en compte dans votre manière de vous adresser à eux.
Alors une fois que tout ce petit monde rentre dans la classe, vous allez voir que en fonction des établissements, il y a des variantes. Soit les élèves s'asseyent directement, soit ils restent debout en silence et ils attendent votre feu vert. Donc là, renseignez-vous sur ce qui se pratique dans votre établissement et appliquez, c'est vraiment le conseil que je vous donne, appliquez de manière générale ce qui se fait dans votre établissement. Abstenez-vous, je dirais, de faire de trop grands écarts par rapport à la norme de l'établissement. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire ces écarts. Si vous voulez être original, si vous voulez absolument que les élèves restent debout, ou si au contraire vous voulez qu'ils s'asseyent tout de suite alors que ce n'est pas la coutume, c'est pas grave en soi. Mais dites-vous bien que à chaque fois que vous faites les choses différemment, comme vous êtes stagiaire, il se peut qu'à la fin, quand bien même c'est des choses dérisoires, alors c'est pas qu'on vous le reproche, mais on vous fait observer que tiens, vous ne faites pas comme tout le monde. Eh bien, vous voyez, ça, c'est des accusations qui peuvent être déstabilisantes pour une première année. Donc, à votre place, je me fierai absolument à ce que dit le tuteur et à ce qui se pratique dans votre établissement. Il va de soi que si la pratique de l'établissement ne correspond pas à votre moi profond, il faudra forcément faire un effort pour que ça fonctionne. Il faudra avoir un point de vigilance. Ça va être fatigant pour vous, mais je pense qu'à tout prendre, il vaut mieux se couler dans le moule de ce que l'établissement pratique, parce que ça, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous le reprocher à vous spécifiquement en tant que stagiaire. Alors les élèves sont assis et on passe maintenant à la deuxième étape. Alors vous vous présentez bien sûr, hein, vous vous présentez je dirais face à la classe, vous déclinez votre nom, vous vous rappelez que vous êtes le professeur d'histoire-géographie. Parce que oui, les élèves suivent comme ça leur emploi du temps, mais ils peuvent très bien avoir à un moment donné un blanc pour savoir quelle discipline vous enseignez exactement. Donc le dire ne vous coûtera rien. Et vous passez à l'étape suivante qui est l'étape de l'appel. Alors l'appel, faites-le bien nominativement. Vous allez voir qu'en fonction des noms, des patronymes, des prénoms, enfin, il y a des moments où vous allez écorcher des noms d'élèves. Donc faites l'appel avec un stylo parce qu'il faudra noter après phonétiquement la bonne prononciation. Et ça arrivera, hein, croyez-moi, ça arrivera. Et même des prénoms où il y a une prononciation classique, il se peut que vous soyez tombé sur la famille qui ne prononce pas comme le reste de l'humanité fait. Et auquel cas, il faudra vous adapter parce que ça peut être un sujet très sensible. Voilà, donc l'appel est fait. Étape suivante, la feuille de présentation des élèves. Vous savez, la fameuse feuille qui parfois est distribuée. Parfois, les élèves sortent une feuille A4 qui découpe en deux ou alors qu'ils prennent pour eux-mêmes et où vous savez, vous leur posez des questions et que vous récupérez à la fin. Alors, cette feuille, elle n'est pas une obligation. Il se trouve que moi, je la demande et j'en fais faire une avec des questions qui sont les miennes. Pourquoi je la fais? Parce que c'est utile de savoir qui sont nos élèves. Bien sûr, hein, je n'ai pas la prétention de dire qu'une petite fiche offre un aperçu exhaustif, mais mine de rien, il y a beaucoup d'indications que vous allez déjà repérer avec ces fiches. D'abord, vous allez avoir une idée de leur calligraphie. Et ça n'a l'air de rien la calligraphie, mais vous allez voir que c'est une vraie compétence professionnelle que de savoir lire les élèves. Donc vous allez repérer déjà un certain nombre de choses. Vous pouvez leur demander, alors bien sûr, le nom, le prénom, la date de naissance, s'ils sont doublants ou non, leur adresse, leur numéro de téléphone. Vous pouvez leur demander la profession des parents, vous pouvez leur demander si c'est des frères et sœurs qui sont dans l'établissement, vous pouvez leur demander leur matière préférée, leur matière détestée, ce qu'ils font en dehors des cours, comme activité extrascolaire, le temps de transport pour venir dans l'établissement, le temps qu'ils consacrent aux devoirs, sachant que les élèves mentent dans 95% des cas sur le temps qu'ils avouent faire. C'est-à-dire que c'est souvent moins que ce qui est affiché. Hein. Voilà, que les choses soient claires. C'est-à-dire que même l'élève qui vous dirait par exemple 10 minutes, attendez-vous à ce qu'en fait ce soit 5 minutes ou à ce que ce soit 0.
Euh, Vous pouvez leur demander ce qu'ils veulent faire plus tard. Vous pouvez également leur demander de préciser toute situation qu'ils aimeraient que l'enseignant connaisse. Ça peut être une dyslexie, ça peut être une difficulté à voir le tableau, ça peut être une allergie particulière. Alors évidemment des choses qui ont un rapport quand même avec votre cours, hein, si l'élève, je sais pas moi, si l'élève a une phobie quelconque, c'est peut-être pas utile, quoique avec maintenant les exercices de confinement, ça peut être intéressant de savoir si vous avez un élève qui est claustrophobe. Vous voyez, typiquement le genre d'interrogation qu'on n'avait pas à se poser, il y a 7 ans. Donc tout ça, vous pouvez le demander. Euh, les numéros de téléphone, juste une indication pour vos futures fiches, si vous le faites, n'hésitez pas à mettre plusieurs lignes pour les numéros de téléphone, parce que les numéros de téléphone sont une jungle. Il y a le numéro de téléphone fixe, il y a le numéro de téléphone du père, de la mère, le numéro professionnel. Maintenant, les situations familiales sont tellement complexes que il vaut mieux mettre, voyez, adresse au pluriel avec 5 lignes et téléphone avec 6 lignes, en leur demandant à chaque fois de préciser à quoi correspond le numéro de téléphone de la première, de la deuxième ou de la troisième ligne. Voilà. Alors encore une fois, hein, cette fiche n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas le faire. Certains collègues n'aiment pas, ils veulent préserver une certaine intimité. Franchement, ça se défend. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même bien pratique d'avoir cette petite porte d'entrée sur les élèves. Mais c'est vrai que, de manière générale, j'aime bien connaître un peu plus la personne de l'élève. C'est pas un contact que je juge inopportun. Donc, il y a ça aussi, si vous voulez, qui rentre en ligne de compte, là où peut-être d'autres collègues vont être dans une approche très traditionnelle, qui est tout autant respectable, où l'élève est vraiment une fonction, il est élève, mais sur tout le reste, il vaut mieux, pour des raisons d'impartialité hein, même, garder une très grande distance. Une fois que cette feuille de présentation est récupérée, alors je peux vous dire, rien que la feuille de présentation, ça va vous prendre du temps. Hein. Comptez bien, surtout si vous avez des petites classes, vous allez être interrompu toutes les 2 minutes parce qu'on va vous demander d'expliquer votre feuille quand même, vous seriez très clair. Vous allez avoir tout un tas de situations qui vont se produire, des questions que vous n'avez pas anticipées, donc sachez que ça prendra du temps. Alors après, je vous conseille une précaution, c'est de vérifier avec les élèves que sur leur emploi du temps, les horaires des cours d'histoire-géographie correspondent bien à ce que vous avez, ainsi que les numéros de salle. Alors pourquoi pourquoi cette précaution alors que les emplois du temps sont tirés du même ordinateur? Eh bien parce que il peut y avoir, et d'ailleurs il y a, des modifications entre ce qui était prévu vendredi lors de la pré-rentrée, ce qui a été fait le lundi lorsqu'il y a eu l'accueil des élèves, et ce qui a été refait éventuellement au moment où vous récupérez vous les élèves. Or si à un moment donné les élèves ont changé d'emploi du temps mais pas vous, vous voyez qu'il y a eu à un moment donné un cafouillage, eh bien ce premier cours sera l'occasion de le démêler. Donc vérifiez avec eux, surtout vous qui allez changer de salle, hein, il y a quand même de grandes chances pour que vous ne soyez pas dans la même salle, ça sera une angoisse en moins. Alors une fois que ça c'est fait, on peut passer à la présentation de l'année avec les élèves. Alors là, il ne faut pas avoir peur hein, d'être précis, hein, d'être presque clinique. Au passage, ça montrera que vous êtes rigoureux, que vous avez pensé à beaucoup de choses. Les élèves vous en seront reconnaissants car de manière générale, les élèves aiment être rassurés sur ce qui les attend et ils aiment sentir qu'il y a un pilote dans l'avion. Donc les moments de flottement, ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'en avoir aucun. De toute façon, c'est inévitable, il y aura des moments de flottement, mais il faut quand même en limiter le nombre. Il faut que les élèves sentent que l'affaire a été réfléchie et que tout est rondement mené. Alors, la première chose à expliquer, me semble-t-il, c'est de dire si, en fonction des cours, vous allez
soit, mettons, le cours du lundi, faire de l'histoire, le cours du mardi de la géo, et puis l'autre heure, ça sera de l'enseignement moral et civique. Donc si vous allez fonctionner comme ça, ou si à la place, vous allez traiter d'un bloc un chapitre d'histoire tous les jours de la semaine, et puis une fois que ce chapitre est fini, vous passez à la géo. Donc ça, il faut le dire, parce que comme nous sommes une matière où vous pouvez avoir des cahiers différents ou des manuels différents, il faut que les élèves puissent s'y retrouver. Donc dites-le, sachant que je n'ai pas de préférence. Je pense que toutes les solutions sont jouables. Mais à titre personnel, moi je pratique le cours en bloc. Il n'y a pas d'heure dédiée à ça. Sauf quand, bien sûr, vous avez, je pense pour le lycée, quand vous avez de l'EMC qui est à part dans l'emploi du temps, qui fait l'objet souvent d'un demi-groupe, un peu moins maintenant avec la réforme. Là, dans ces cas-là, effectivement, l'heure est dédiée, ça va être difficile de faire autre chose durant cet horaire-là. Mais dans le reste du temps, eh bien, vous annoncez la couleur et ça sera très bien. Alors après, étape suivante, le tour du programme. Que va-t-on faire durant l'année? En histoire, en géographie et en EMC. Alors il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Franchement, c'est inutile. Les élèves d'abord n'ont rien pour noter. Et puis c'est pas tellement ce que les élèves attendent, à dire vrai. Annoncer simplement la couleur, annoncer les grands événements que vous allez être amenés à voir, qu'ils peuvent déjà connaître parce qu'ils l'ont vu en primaire ou parce que ce sont des événements tellement connus que, vous voyez, les guerres mondiales par exemple, que là les élèves vont tout de suite faire des associations et s'y retrouveront. Donc là, faites les choses rapidement, il n'y a pas besoin de trop développer. Regardez au passage, parce que ça peut être l'occasion de leur faire sortir les manuels. Regardez au passage que tout le monde a bien les manuels et annoncez également que vous allez regarder quand les manuels seront couverts. Alors là, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire on prête des manuels aux élèves, mais les manuels reviennent souvent dans un état lamentable. Et on a tous, en tant qu'enseignant, notre responsabilité à jouer. Il va de soi que le professeur principal a sa part, que au collège, hein, parce que là c'est vrai que je parle surtout pour le collège, le professeur va venir regarder, va bien vérifier pour les manuels ce qu'il en est, mais vous avez aussi votre part. Donc ce que je fais, hein, c'est j'annonce aux élèves, je leur dis bah voilà, tel jour je vérifierai les manuels, vous venez tous avec vos manuels et je regarderai. Et si c'est pas fait, vous mettrez un mot dans le carnet pour le collège, hein, pour que ce soit fait. Et il faut vraiment tenir, parce qu'après vraiment les élèves, les manuels sont gâchés et c'est d'abord ce sera une source de conflit avec le gestionnaire à la fin de l'année. Et puis bon, pour les élèves suivants, c'est quand même pas formidable. Pour le lycée c'est compliqué parce que le lycée, on a vraiment beaucoup moins de prise sur les élèves. Déjà, il y a deux manuels la plupart du temps. Il y a le manuel d'histoire et de géographie, donc il faut s'organiser. Mais il faut quand même regarder ce qui est fait, à moins bien entendu hein, que que le manuel soit acheté par l'élève, auquel cas, ça n'est pas votre problème. Donc vous voyez, regarder le programme permet également de traiter ce problème du manuel, puisque il suffira de suivre la table des matières pour discuter avec eux de ce qui les attend. Alors après ce programme, passez en revue le matériel que vous exigez d'eux. Alors le manuel de base, hein, les stylos, la règle, les effaceurs, hein, il ne faut pas avoir peur d'être très précis pour les collégiens. Alors les petites classes du collège notamment, 6e, 5e, il faut être quasiment ligne à ligne, à tout bien dire. Mais ça les rassure hein, d'avoir quelque chose de très pointu. C'est évident qu'avec des lycéens, il n'y a pas besoin d'être aussi précis. Même si je considère que quelques rappels ne font pas de mal, même si vous le présentez de manière badine. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'adopter un ton plein de cérémonie quand vous le dites. Mais en tout cas que c'est un attendu. Concernant le choix du cahier ou des feuilles avec trieur, là le souci est que vous êtes dépendant de ce qui a été demandé aux familles. En effet, sur pression des associations de parents d'élèves, maintenant, les établissements donnent des listes en juin.
Et c'est vrai que vous qui arrivez dans l'établissement, qui êtes stagiaire, si à la rentrée vous sortez de la norme, vous demandez des feuilles alors que finalement c'était un cahier 24-32 qui était indiqué, ou l'inverse, ça rejoint une remarque que j'ai déjà pu faire, qui est que vous allez vous écarter d'une certaine norme et que tôt ou tard, ça pourra vous être reproché, même si c'est pour quelque chose d'aussi dérisoire que ça. Vous serez la prof qui ne demande pas comme tout le monde, qui ne fait pas comme tout le monde. Ce qui n'est pas forcément un reproche facile à porter quand on débute. S'il n'y a pas de liste, ou alors il y a une liste, mais les professeurs d'histoire-géographie ont écrit dans la liste que, en fait, on attendrait la rentrée pour donner la consigne des feuilles ou des cahiers, parce que ça se fait, ça aussi, donc une sorte de non-liste. Dans ces cas-là, eh bien, vous imposez vos choix sans état d'âme. Alors, ce que je vous recommande, c'est pour les petites classes de prendre des cahiers, et des cahiers 24-32, pas des cahiers 21-29-7, parce que quand vous distribuerez des polycopiés, vous allez perdre un temps pas possible avec les élèves qui vont vouloir redécouper les bords pour couper bien, pour ensuite coller. Donc il faut que ça soit facile. Le 24-32, c'est très bien pour les collégiens. Après, pour les lycéens, dans tous les cas, ce sera difficile d'imposer quoi que ce soit parce qu'il y a cette tradition qu'au lycée, les choses sont laissées à la libre appréciation, de l'élève. Par contre, c'est pas parce que les choses sont laissées à la libre appréciation de l'élève que ça dispense l'élève de venir avec son cours. Donc même s'il y a des feuilles, c'est bien qu'il ait je sais pas, sur votre chapitre, qu'il ait le début de chapitre avec lui et pas simplement sa dernière feuille. Vous voyez, il faut quand même aussi tenir l'abri au lycée, parce que sinon après, c'est le bazar. En tout état de cause, ce premier cours sera l'occasion de dire ce que vous voulez. La présentation que vous voulez, vous voyez, pour le cahier, on vous demandera si vous voulez un cahier pour l'histoire, un cahier pour la géographie, ou si vous voulez un cahier pour les deux matières, et puis au milieu de l'année, quand le cahier sera plein, on change. Alors, à titre personnel, je vous recommande beaucoup cette solution. Si vous prenez un cahier pour chaque discipline, vous courez le risque qu'à un moment donné, quand vous basculez du chapitre d'histoire au chapitre du géo, il y a eu un instant d'inattention de votre part, vous avez oublié de prévenir les élèves, et là vous allez vous retrouver avec des élèves qui n'auront pas le bon cahier pour traiter le cours du jour et qui vont mal le vivre. Parce que oui, les collégiens, et notamment les petites classes, font très attention à ce genre de détails. Donc le plus simple à gérer, encore une fois, le plus simple, c'est le cahier où on met tout, et si vous faites par bloc, c'est-à-dire un coup un chapitre d'histoire, un coup un chapitre de géo, ça s'enchaînera bien. Voilà. Alors je sais que certains pourront objecter que c'est peut-être pas très cohérent d'avoir, je sais pas moi, un chapitre sur la Première Guerre mondiale et après un chapitre sur la répartition de la population en France. Oui, c'est vrai, mais très franchement, ça, à mes yeux, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'est pas très important. Et puis, je crois qu'après plus de 10 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale, je suis revenue de mes illusions sur les élèves qui reprennent absolument tous leurs chapitres depuis le début d'année. Même quand ce sont des classes à examen, il ne faut quand même pas se leurrer. Beaucoup de choses ont changé par rapport à ce que vous avez pu connaître en tant qu'élève. Alors, on passe maintenant, je dirais, au matériel pour la cartographie, les crayons de couleur, les feutres. Bon, le problème de ce matériel-là, c'est que vous n'en avez pas tout le temps besoin et que ça prend de la place. Donc, mécaniquement, les élèves ne prendront plus leur trousse si vous leur demandez de venir avec à chaque cours. Donc je pense que ça ne sert à rien de toute façon de l'attendre. Donc certes, vous pouvez à l'avance pointer avec les élèves lorsque l'occasion se présentera. Bien voilà, ce jour-là, on va faire des cartes, donc venez bien avec votre matériel.
Mais même avec ça, vous verrez qu'il y aura de la perte. Vous vous retrouverez avec des élèves qui seront venus sans rien. Donc ce que je recommande, c'est ce que je faisais, hein, c'est-à-dire que j'annonçais aux élèves, c'est ce que je dis au premier cours, quand il y aura de la cartographie, bien je vous le dirai. Mais en attendant, le manuel pour, enfin le matériel pour les cartes, c'est ça. Donc tant de crayons de couleur, tant de feutres, une règle normographe au besoin. Donc là, c'est vous qui voyez. C'est votre degré d'exigence pour la carte qui va influer. Moi, je ne demande pas de règle normographe, par exemple. Je trouve qu'on n'a jamais vraiment besoin de varier avec une grande précision les figurés. Je veux dire, au-delà de trois variables, bon, c'est rare qu'on aille vraiment, c'est rare qu'on dépasse. Donc la règle ne me paraît pas indispensable. Maintenant, d'autres collègues trouvent que c'est très bien. Franchement, là, à vous de voir. C'est pas sur ça que se joue votre année, de toute façon. Et après, on termine avec le manuel, à savoir si c'est le manuel pour, par élève ou si c'est le manuel par rang, un manuel pour deux. Les associations de parents font la guerre aux enseignants sur toutes ces questions-là, les questions du poids des cartables. Et ce, quand bien même l'établissement se dote de casiers. Donc dites-vous bien que si vous tenez une posture rigide, on vous la reprochera. Parce que de toute manière, il y a très peu de choses qu'on ne vous reproche pas. Alors, demandez à votre tuteur ce qu'il fait. Et il vaut mieux, le plus simple est vraiment de se conformer à ce qu'il fait lui. Ça sera vraiment le plus facile à gérer. Alors pour ma part, au lycée, je demande aux élèves, ça rejoint en fait le plan de classe, je demande aux élèves, donc les élèves, une fois que les élèves sont placés comme ils le veulent, je leur dis que voilà, cette organisation, elle est figée, on va fonctionner comme ça, mais que c'est leur choix, hein, donc c'est pour ça que c'est pas un vrai plan de classe. Et après, je leur dis, tous ceux qui sont, c'est des tables de deux, tous ceux qui sont à gauche prennent le bouquin lorsqu'on est en histoire, tous ceux qui sont à droite prennent le bouquin quand on est en géo. Qui était d'ailleurs la solution que je pratiquais aussi au collège. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. L'avantage, c'est que c'est facile à retenir. Et dites-vous bien que si les élèves changent, parce que vous allez voir, les élèves veulent toujours faire à leur sauce, hein, ils ne s'accommodent jamais des recettes que vous leur donnez, il faut dire tout de suite hein, que ce que vous voulez, c'est un manuel. Que pour vous, il y a une personne qui est responsable de ce manuel, c'est la personne qui est à gauche et à droite. S'ils ont changé leur tambouille et que ça s'est passé différemment, eh bien vous punirez les deux. Voilà. Et dans ces cas-là, vous allez voir que déjà on vous écoutera un petit peu plus. Mais il va de soi que vous ne laisserez pas impuni ce genre de situation parce que c'est insupportable. Mais je reparlerai après des histoires de sanctions. Alors vient à la fin la question des copies doubles. Des copies doubles pour les contrôles. En fonction des endroits, il y a des endroits où il est impossible d'attendre des élèves qui viennent avec leur copie double le jour des contrôles. Alors le problème est plus ou moins prononcé vraiment en fonction des lieux, des classes, des personnes. Dans certains cas où vraiment le phénomène est endémique, des collègues qui ont leur classe demandent aux élèves en début d'année de venir avec 15 copies doubles. Le professeur ramasse le tout, hein, c'est mis en vrac, hein, je précise tout de suite, c'est mis en vrac. Et à chaque fois qu'il y a un contrôle, le collègue distribue dans son stock. Voilà, alors ça a l'avantage d'avoir toujours des copies. Les élèves en début d'année ont bien fourni leurs copies. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir gérer tout ça, hein, ça va de soi. Sinon, il y a la bonne vieille méthode. Vous dites en début d'année qu'effectivement il faut des copies doubles, c'est une évidence. Et puis le jour où le contrôle se produit, si les élèves n'ont pas leur copie, eh bien ils vont taxer le voisin. Et puis voilà, vous regardez ailleurs à ce moment-là. Et oui, il y a beaucoup de fois où vous allez regarder ailleurs en fait. On arrive maintenant à la dernière partie de ce premier cours, que moi j'appelle le côté obscur de l'année, c'est-à-dire tout ce qui concerne les contrôles et les sanctions. Alors pour les contrôles,
Il faut que vous annonciez à quoi va ressembler l'année, si vous allez attendre des exposés ou des dossiers de recherche, si vous allez faire des interros orales, des interrogations orales de début de cours ou des interrogations écrites, si vous allez faire des devoirs de fin de chapitre, si vous allez faire des QCM. Enfin, vous voyez, faut être précis sur ce que vous attendez. Alors, il faut être précis, je m'entends, notamment s'il y a des choses qui sont un peu atypiques. Hein, vous pouvez leur annoncer la couleur. Il n'y a pas forcément besoin de dire tout de suite quels sont les coefficients pour chaque contrôle, ne serait-ce que parce qu'en fonction des classes, les élèves ne sauront pas ce qu'est un coefficient, donc ça ne sert à rien de pourrir votre premier cours par une réflexion hors sujet. Mais bon, vous pouvez effectivement déjà dire si vous allez commencer par une interrogation orale ou écrite, la fréquence des devoirs. Alors de manière générale, hein, là c'est vraiment le conseil du vieux routier, enfin, de la vieille routière. Ne chargez pas trop la barque avec les évaluations, parce que nous avons de plus en plus de classes, donc de plus en plus d'élèves et de plus en plus de copies. La règle, j'aurai certainement l'occasion de le dire, c'est 3 notes par trimestre, hein, c'est le minimum. Si vous faites plus, c'est bien. Si vous faites moins, bah, c'est un problème. Ça peut vous être reproché. Mais voyez, gardez en tête que ça doit rester gérable. Ça doit rester gérable toute l'année. Ça doit vous demander une somme de travail qui est une somme de travail raisonnable. Il faut que vous puissiez, vraiment, faut que vous puissiez survivre. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, quand j'ai commencé, que j'étais à votre place, j'avais vraiment une obsession de la présentation du cahier. Il fallait que le cahier soit très propre, bien écrit, que les documents soient collés au bon endroit, parce que je considérais que il fallait faire attention d'une part à la qualité de la langue. Le cours était écrit au tableau sans faute d'orthographe, donc il fallait qu'il soit recopié sans faute d'orthographe. Et puis parce que je considérais que un cahier bien propre, c'est un cahier sur lequel on peut travailler. Alors, euh, tout ça, j'y crois toujours. Je le dis, j'y crois toujours. J'y crois à 150%. Sauf que si vous voulez par exemple noter les cahiers, noter leur présentation, ça va supposer à un moment donné que vous ramassiez les cahiers, que vous ayez un endroit pour les stocker si vous ne voulez pas les amener chez vous. Enfin bref, ça va devenir fastidieux au possible. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans et après j'ai arrêté. Hein. Et j'ai vérifié l'orthographe et la présentation de manière différente. Je, notamment pour les petites classes, parce que c'est là où il faut être quand même vigilant. D'abord, je passais dans les rangs davantage, et je demandais aux élèves qui étaient les premiers à finir de venir au bureau pour me montrer, comme en primaire en fait, pour me montrer leur cahier, et à ce moment-là, je pouvais avec eux régler ce qui allait, ce qui n'allait pas. Ça, c'est pas mal. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler de ces trucs pour occuper les élèves vous voyez, les élèves recopient le tableau, et puis vous avez ceux qui vont vite, qui ont donc terminé vite. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là pendant que les autres continuent d'écrire? Mais là, je vais pas trop m'étendre parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc, quand vous évoquez les contrôles, annoncez ce que vous allez faire ou pas, ce en quoi vous tenez. Si vous ne voulez pas être trop précis parce que c'est flottant encore pour vous, annoncez uniquement les éléments sûrs, c'est-à-dire les évaluations de fin de chapitre. Et là, le plus simple est de coller aux attendus de l'examen sur la forme de ces évaluations, et ça ira très bien. Sur les devoirs à la maison, évidemment, si vous les prenez, vu le temps que vous allez passer à les corriger, il vaut mieux que ce soit noté. Sinon, c'est vraiment non rentable pour vous. Sur les devoirs maison, sur les coefficients que vous donnez, sur la fréquence de ces devoirs, s'ils sont facultatifs ou pas, c'est vous qui voyez. Et la même chose, demandez conseil aussi à votre tuteur qui connaît bien les élèves, les habitudes d'établissement, les habitudes de travail du milieu dans lequel évoluent les élèves. Parce que sinon vous allez perdre du temps avec
Vous voyez, des choses trop lourdes à porter qui vont vous épuiser. Et on termine maintenant sur les sanctions. C'est la fin, c'est comme ça que je termine mon premier cours. Alors oui, c'est vrai, c'est un côté un peu martial, mais je l'assume. Je l'assume. Et puis les élèves l'attendent, de toute façon, donc ça permet de voir à qui ils ont affaire, très vite. Alors, je vous déconseille, après le coup, je vous déconseille de perdre du temps à lister tous les interdits euh, dans votre heure de cours. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours 2 ou 3 casse-pieds qui feront une bêtise que vous n'aviez pas prévue, vous n'aviez pas l'imagination de percevoir ce qu'ils allaient faire, et qui à ce moment-là auront le toupet de vous dire « Ah mais oui, mais vous n'en avez pas parlé ». Donc là, il vaut mieux dire que vous leur faites confiance pour savoir ce qui est interdit ou pas. De toute façon, il y a un règlement, intérieur. Par ailleurs, ils ont un bon sens. Ils doivent bien se douter que s'ils sont toujours en retard, s'ils ne rendent pas leur travail, s'ils bavardent, tôt ou tard, ça va tomber. Voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est dire que en cas de manquement, eh bien, il y a une sanction. Voilà, tout simplement. Cette sanction, il n'y a pas besoin de la dramatiser. La seule sanction, de toute façon, suffit. Donc il n'y a pas besoin de surjouer, je dirais, sur la terreur, l'intimidation, c'est un peu ridicule. Mais que par contre, ça tombe. C'est-à-dire que, soit bien clair, les sanctions que vous allez annoncer aux élèves, il faudra vraiment les appliquer. Donc ça vous engage. S'il y a, dans les pratiques par exemple de votre tuteur, des sanctions que vous ne vous sentez pas d'appliquer, pour différentes raisons, parce que vous estimez que c'est trop sévère, ou que ça ne l'est pas assez, ou que ça ne fait pas l'objet de sanctions, tout simplement. Et bien là, pour le coup, il va falloir que vous fassiez confiance. Je dis ça parce que si d'aventure vous annoncez une pratique que vous ne tenez jamais, c'est là où votre autorité va être écornée avant même d'avoir pu exercer un quelconque enseignement. Donc vous voyez, adopter un système qui sera un système supportable par vous au quotidien et facilement gérable. J'avais des collègues qui avaient adopté durant la première année, justement durant mon année de stage, qui avaient adopté un système très compliqué, enfin que je jugeais en tout cas très compliqué. Ils avaient un tableau avec donc un système de calcul, donc il y avait le tableau des bavardages, le tableau des retards, le tableau des oublis de matériel, le tableau insolence, enfin vous voyez, il y avait plusieurs colonnes comme ça, enfin plusieurs colonnes. Et ils mettaient des croix quand il y avait un problème. Et puis, vous voyez, les croix pour insolence comptaient double, les croix pour retard, elles comptaient pour 0,25. Et à la fin, quand il y avait un total de 3, 5, 10, enfin ça changeait en fonction des collègues, eh bien, il y avait une sanction qui était soit un travail supplémentaire, soit la convocation des parents, soit une heure de retenue. Bon. Alors, moi, à titre personnel, je trouve ça beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué à gérer. Ça suppose que vous ayez un tableau très net, très précis. Ça suppose aussi que vous soyez prêt à rendre compte de cette comptabilité auprès des élèves, parce que les élèves vont venir vous titiller en vous disant oui mais attention, moi c'est pas vrai, j'avais que 2 croix, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc adopter un système qui est supportable facilement et qui est reproductible d'une classe à une autre, notamment si vous avez un gros écart d'âge. Je veux dire, essayez de faire en sorte que les règles soient les mêmes pour des 6e et pour des 3e. Parce que sinon, vraiment, vous allez être dans la difficulté, à mon avis, inutilement. Alors, ce que je pratiquais, moi, au collège, c'était effectivement un système de croix. Un système de croix qu'en fait je ne gardais pas en maintenance moi-même. Enfin, si je pouvais avoir mon petit tableau, ça éventuellement. Mais ce qui se passait, c'est que lorsqu'il y avait un problème, quel qu'il soit, je prenais le correspondance et je mettais un mot.
Donc j'ai rien que sur le carnet de correspondance, j'avais quand même une certaine attitude pour la discipline. J'expliquerai ça dans une vidéo à part. Enfin bref, c'est pour vous donner rapidement ma méthode. Donc il y avait un mot. Passé 3 mots, il y avait une sanction qui était 1 heure de retenue. Alors ça dépendait de l'établissement. Soit l'heure de retenue, soit le travail supplémentaire, mais c'était quand même plus souvent l'heure de retenue. Je donne beaucoup d'heures de retenue. Mais encore une fois, ça n'est qu'un exemple. Dans un cas précis, j'ai conscience que ça ne serait pas forcément adapté à toute situation. Donc parlez-en avec votre tuteur de ça, de ces aspects-là. N'ayez pas peur d'être précis, trivial. Il faut que ce soit réglé pour que lorsque vous annonciez la couleur, les tarifs à votre classe, enfin à vos classes, ça soit cohérent avec ce qui se pratique ailleurs. Voilà. Même chose bien sûr si vous êtes au lycée. Vraiment, je pense qu'il y a rien de plus fragilisant que d'être très éloigné d'une certaine moyenne d'établissement à tous les niveaux. Alors avec tout ça, vous allez terminer le cours. N'hésitez pas durant ce cours à faire preuve d'humour. Je pense notamment la dernière partie, j'ai une tendance à être assez sarcastique, donc ça passe souvent très bien. Mais vous avez certainement un humour qui est différent du mien. Donc n'hésitez pas à glisser ça aussi, parce que ce sont des moments qui sont des moments de tension, encore une fois. Mais le but n'est pas de créer la tension pour créer la tension. Le but est de créer les conditions d'un cadre de travail. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix. La finalité, elle est quand même là pour qu'ensuite on puisse transmettre. Donc ayez ça en tête et faites en sorte que ce climat de premier cours reflète ce que vous souhaitez imprimer dans le reste de l'année. Voilà, je pense avoir dit, oui, je regarde rapidement mes notes, mais je pense avoir fait le tour de tout ce que je souhaitais aborder avec vous. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans le fil de la page Facebook. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou peut-être des points que je n'ai pas abordés, j'y répondrai avec plaisir ou d'autres clionautes le feront pour moi. Encore une fois, ce qui vous est présenté là n'est que le résultat de ma pratique, de ce que j'ai pu voir à droite et à gauche. Ça fonctionne bien chez moi. J'espère bien que ça fonctionnera chez vous aussi. Mais si vous avez d'autres manières de faire ou si vous voyez d'autres manières de faire, évidemment, ne vous privez pas. Ce qui compte dans le métier, c'est de trouver sa voie. VOX et VOIE d'ailleurs. Et pas de coller à un modèle dominant, même si c'est vrai que durant votre année de stage, vous êtes dans une situation intermédiaire où malgré tout, la partition est très cadrée, très cadrante, et où votre marge de manœuvre est plus réduite que par la suite. En tous les cas, restez ouvert face à tous les conseils qu'on vous donne, même si de prime abord, ils vous paraissent curieux ou déplacés. Si ça se trouve, vous fonctionnerez comme ça dans 10 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt et puis bon premier cours.